Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionnent les bases de données de Wix. Donc c'est un monde merveilleux, les bases de données, vous allez voir, vous allez vous rendre compte de la puissance de tout ça. C'est un peu à quoi va servir cette vidéo. On verra vraiment les fondamentaux, comment la générer, comment la créer et comment ça fonctionne afin que vous puissiez être un peu autonome sur cette chose-là et puis vraiment faire évoluer votre site d'une façon extraordinaire. Puisque quand on a des bases de données, quand on comprend les bases de données, comment elles fonctionnent, etc., ça vous permet de faire des choses incroyables avec. Donc voilà, je suis assez enthousiaste avec ça. J'avais déjà fait sur ma chaîne YouTube donc une vidéo qui présentait déjà les bases de données. Le problème, c'est qu'elle est un petit peu ancienne et du coup plus vraiment mise à jour et d'actualité par rapport à aujourd'hui, puisque Wix ont fait un énorme travail sur les bases de données, ils les ont actualisées, il y a vraiment beaucoup d'informations qui ont changé. Un peu le fonctionnement a changé, le fonctionnement global a changé, des nouveaux éléments sont arrivés, des noms ont été changés, enfin voilà, bref, plein de choses qui m'ont voilà donné envie de faire une vidéo mise à jour de tout ça et puis qu'on voit un petit peu les derniers événements qui ont été faits par rapport à ça. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous emmener avec moi dans ce monde incroyable des bases de données. Vous allez, enfin voilà, pour bien comprendre les bases de données, vous donner un petit peu des éléments. En fait, il faut imaginer un endroit où toutes vos données, vos informations cruciales sont stockées et en sécurité en plus. Donc ça c'est cool. Vous allez pouvoir par exemple faire des listes de détails de produits, des listes d'éléments, peu importe de quoi ça va être, avec plusieurs types du texte, des images, etc. Vous allez pouvoir, pourquoi pas, faire une liste de villes, de prénoms d'enfants ou autres pour, par exemple, faire la liste des prénoms qui sont un classement avec les prénoms les plus répandus, on va dire ça comme ça. Et tout ça avec une organisation et une accessibilité que vous allez pouvoir mettre en œuvre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment organiser vos bases de données comme vous le souhaitez, en appliquant des filtres dessus, etc. Enfin, vous allez vraiment avoir ils ont vraiment bien bossé là-dessus et c'est vraiment intéressant comment on peut même avec facilité gérer nos bases de données. Vous voyez, c'est quelque chose qui va être super cool. Avec les bases de données de Wix, en fait, votre site va devenir un petit peu, on va dire, vivant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir afficher automatiquement les dernières informations que vous aurez mis à l'intérieur sans jamais avoir besoin de retourner dans l'éditeur. C'est-à-dire que vous allez mettre des éléments en place et une fois qu'ils seront mis en place sur votre site, quand vous allez alimenter votre base de données, elles vont se mettre automatiquement en ligne sur le site. Donc ça c'est quand même assez cool parce que ça vous fait gagner un temps fou. Il n'y a pas l'éditeur à ouvrir, etc. Pas à dupliquer une page par exemple ou autre. Donc c'est vraiment génial. Enfin pour moi je trouve ça vraiment cool et je pense que quand vous aurez découvert tout le potentiel des bases de données, vous vous rendrez compte vraiment de la puissance incroyable que cela peut vous procurer. Vous allez également pouvoir créer des pages dynamiques. Alors pour ceux qui connaissent pas trop les pages dynamiques, c'est pareil, c'est quelque chose qui est quand même assez fabuleux. Et merci à Wix de l'avoir intégré du coup dans leur éditeur. Alors faut savoir que les pages dynamiques, ça existe depuis très très longtemps, mais puisque il y a encore quelques années, ça va commencer à faire bientôt une dizaine d'années, mais avant que Wix importe du coup la possibilité de mettre des bases de données et du code dans son éditeur, en fait, on ne pouvait pas créer de base de pages dynamiques. Donc quand ils l'ont incorporé en 2017, je crois, les pages dynamiques, eh bien, ça a permis, du coup, de pouvoir générer, enfin, quand ils ont mis les bases de données, ça a permis de pouvoir créer également des pages dynamiques derrière. Et puis, pareil, ils ont vraiment fait évoluer cette expérience utilisateur au niveau des pages dynamiques. Donc, on va pouvoir faire des choses très, 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 très sympas. Et je vous montrerai ça vraiment dans un second temps parce que c'est exponentiel qu'on peut faire avec des pages dynamiques. Vous avez vraiment la main sur pas mal de choses. Et ce qui est intéressant avec une page dynamique, c'est qu'elle va s'appuyer du coup sur notre base de données. Et quand on va remplir des éléments de notre base de données, en fait, ça va automatiquement générer cette page dynamique sans avoir besoin de retourner dans l'éditeur. Donc, on verra ça dans une vidéo future. Il y en a déjà une qui est là, mais peut-être qu'elle est un peu ancienne, suivant à quelle date vous allez regarder cette vidéo. En tout cas, il y a une nouvelle vidéo qui sera mise à jour avec donc les nouvelles façons de faire, les nouvelles façons de générer des pages dynamiques, etc. On verra ça vraiment en détail. Voilà, donc pour moi, les bases de données vont vraiment transformer la façon dont les visiteurs vont interagir avec votre site. Par exemple, ils vont pouvoir déposer des commentaires, mettre à jour du contenu, filtrer des éléments également sur votre site. Tout ça de manière assez intuitive et facile. Chaque action va en fait enrichir et va mettre à jour votre base de données. On peut partir du principe qu'une personne va rentrer son nom, prénom, enfin imaginons un nom, prénom, une date de naissance et en fait dans son espace membre, on ressortira ces informations-là pour qu'il puisse les mettre à jour automatiquement. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être mises à jour dans des formulaires, dans des choses comme ça. On va pouvoir vraiment faire interagir nos utilisateurs. Moi, je vois des
clients qui ont des annuaires, par exemple. Voilà, ils ont des annuaires de petites annonces, etc. Eh bien, on va pouvoir faire en sorte que l'utilisateur puisse déposer cette petite annonce, la modifier, la supprimer, la mettre à jour. Voilà, vraiment, voilà, on va pouvoir leur donner une expérience inédite, entre guillemets, une fois qu'on les a bien en main. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors, obligatoirement, il y aura du développement derrière, où il faudra manier, mais en tout cas, vous avez la base de données, c'est vraiment le cœur de l'ensemble, en fait, de votre site. Après, sur des projets comme ça. Et c'est pas tout, en fait, parce que, du coup, vous allez pouvoir utiliser ces données pour vraiment personnaliser l'expérience sur votre site. Vous allez peut-être pouvoir, alors là il faudra pousser un peu plus loin les développements, mais c'est pour vous montrer vraiment la puissance que ça peut avoir. Vous allez pouvoir par exemple montrer des produits que vos visiteurs vont adorer juste parce que votre site les connaît, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va voir quels produits ils ont été voir et en fait on va pouvoir les stocker dans une base de données par exemple et ressortir en fonction des produits qu'ils ont été voir un produit spécifique. Par exemple. Donc ça, c'est des petits éléments qui pourraient être pris en compte. Alors là, c'est sûr qu'il faudra passer par du code, du développement, etc. Mais voilà, déjà, si vous avez cette base de données qui vous permet d'interagir avec vos utilisateurs, avec votre audience, eh bien, ça peut vous rendre vraiment... Voilà, c'est vraiment le socle en fait de tout ça. Et puis, avec les bases de données, du coup, la gestion de votre contenu devient beaucoup plus efficace, mais également intuitive. Vous allez pouvoir vraiment transformer votre site et l'expérience dynamique et personnalisée pour chaque visiteur. Pour moi, c'est ça qui va être très important. Et voilà, c'est pour ça que pour moi, il fallait que je vous fasse une mise à jour des bases de données parce que elles peuvent vraiment enrichir et d'un point de vue extrême votre site internet une fois que vous les aurez bien en main. Donc, on va se rendre sur notre éditeur et on va voir ça tout de suite ensemble, comment créer une base de données dans un premier temps. Donc nous voilà donc sur l'éditeur de Wix. Bien sûr, vous pouvez faire la même chose sur Wix Studio, qui est du coup le deuxième éditeur de Wix. Alors, vous allez avoir trois endroits en fait pour pouvoir créer une base de données. Le premier endroit, ça va être ici au niveau de CMS. Vous allez avoir collection. Donc c'est la même chose. C'est un terme différent, mais c'est la même chose. Vous allez pouvoir créer directement une collection ici. Vous avez ici la possibilité de créer des éléments prédéfinis. Donc là, ils vont vous proposer des templates entre guillemets d'éléments. Je vous le conseille pas trop. Le plus simple, c'est quand même de partir sur une base de données vierge, de rentrer les différents champs et après, vous ferez un peu ce que vous souhaitez. Mais les éléments prédéfinis, c'est sympa. Le problème, c'est qu'après, vous n'êtes pas, comment dire, vous allez devoir vous fier à ce que Wix a mis en place et ça correspond pas toujours à ce que vous avez vraiment besoin. Donc, pour ça, on va plutôt partir du coup sur une collection classique. Donc il y a cette partie-là. Je vais vous montrer les autres endroits. Vous avez également sur le petit plus ici. Quand vous allez cliquer sur plus, vous allez dans CMS ici et vous allez retrouver également la possibilité de créer en fait au niveau quand vous allez créer un ensemble et vous demandez en fait de créer une base de données, du coup créer une collection ici. Vous allez également avoir la possibilité de le faire via le mode développeur. Quand vous allez sur le mode développeur, vous faites activer le mode développeur. En fait, ça va vous ouvrir donc la console en bas, mais également ici sur le côté les différentes sections en fait. Et là, vous avez base de données qui va être ici. Et ensuite, ici, on va pouvoir faire donc nouvelle collection, créer une collection. Et ça va nous créer du coup la base de données. Voilà donc les trois endroits. Bon, je pense que la plupart vont passer via ajouter et puis, via ici plutôt. Et puis dans nouvelle collection ici. Dans tous les cas, vous allez arriver au même endroit. Alors, ici, vous allez avoir créé par IA. Donc ça, je vous conseille plutôt de pas le prendre. Vous pouvez vous amuser avec. Ça vous apportera certainement des éléments. Ça vous permet de générer les champs, etc. Maintenant, commencer à zéro, c'est pas mal non plus. C'est pas très compliqué en soi. Donc moi, je vais aller sur commencer de zéro, mais vous pouvez vous amuser avec créer avec l'IA. Mais je vous conseille plutôt de commencer à zéro. Alors, commencer à zéro, on fait suivant. Ici, on va juste lui donner un nom. Donc, liste, voilà. Donc, ici, vous allez en fait avoir... donc là, lors de la création, il nous demande donc un nom. Donc là, le nom de la collection, vous pourrez le modifier en fait à l'avenir. Donc, même si vous vous trompez, c'est pas bien méchant. Par contre, ici, vous avez l'ID en fait de la collection. Ça, l'ID de la collection, c'est un élément qui, si vous utilisez du code, vous allez devoir faire appel à cet élément-là pour afficher des éléments, pour vraiment jouer avec cette base de données-là. Donc elle, vous pouvez la modifier ici actuellement si vous avez besoin de la modifier, la rendre plus, plus en adéquation avec vos besoins. Et puis elle est modifiable qu'une seule fois. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez créé la base de données et que l'ID ici aura été généré, vous ne pourrez pas le remodifier plus tard. Donc faites bien attention à ce qu'il y a écrit en fait dans ces champs-là. Le premier, il n'a pas vraiment d'incidence puisque vous pouvez le modifier plus tard. Par contre, le second devient l'ID en fait de vos collections et donc c'est lui qu'on appellera toujours dans notre code, par exemple. Ensuite, on va faire
Donc, si par exemple là vous faites des espaces, je vais juste montrer liste de prénoms par exemple. Vous voyez qu'en fait, il va vous faire donc liste de prénoms. Rien ne vous empêche de pouvoir modifier ici et mettre tout en minuscules, ou également eh bien d'ajouter des majuscules à certains endroits, liste de prénoms. Il y a une autre technique qu'on voit de temps en temps qui va être du coup d'ajouter la petite barre du 8 afin de rendre la chose plus lisible, on va dire ça comme ça. C'est pas quelque chose qui se fait beaucoup, mais certaines personnes le font. Donc voilà, je vous montre les différentes possibilités. Hop, liste de prénoms. Ensuite, on va faire créer. Moi, de principe, je laisse toujours tout en minuscule. Après, des fois, je vais mettre le tiret du 8, mais voilà, en tout cas en minuscule, c'est pour moi plus intéressant. Et ensuite, on a ici, si on sélectionne donc soit plusieurs éléments, soit un seul élément. Le un seul élément est intéressant dans certains cas. C'est-à-dire qu'imaginons, vous créez une page spécifique qui ne sera pas une page dynamique, mais plutôt une page statique, et vous souhaitez avoir la main sur le contenu de cette page-là assez rapidement. Vous pouvez du coup par exemple faire un seul élément. Également, moi je vais l'utiliser quand je fais mes pages de maintenance, puisque la personne n'a qu'un seul élément, donc elle peut pas recréer des nouvelles lignes, etc. et mettre en faille en fait cet élément-là. Donc un seul élément va être intéressant dans certains cas. Donc plusieurs éléments donc par défaut, et là on va faire créer. Donc là ça va nous générer notre page, notre base de données ici. Donc dans notre base de données, en fait, on va retrouver plusieurs choses. On va retrouver le title, qui est un champ par défaut fourni par Wix. On pourra le modifier, le champ par défaut, et même supprimer du coup title s'il vous est inutile. Ce qui va être intéressant, ça va être d'aller dans plus d'actions, et en fait ici vous allez avoir les paramètres et autorisations de confidentialité. Ces deux éléments-là, en fait, vous en mettez au même endroit, pour ainsi dire, mais en fait, vont vous permettre d'avoir deux actions différentes. Paramètres, vous envoyez dans principal automatiquement, et autorisation et confidentialité dans le deuxième onglet. Ici, on va pouvoir voir, en fait, on va pouvoir gérer qui va pouvoir modifier le contenu de ma base de données, le mettre à jour, etc. Donc là, on voit qu'on est dans... en fait, ils vont nous donner plusieurs types Wix actuels. Enfin, ils ont des types par défaut. En fonction de ce que vous allez pouvoir rentrer, par exemple, vous voulez juste les formulaires reçus, en fait, ici, ça va se comment dire, évoluer en fonction du choix qui aura écrit ici. Moi, la plupart du temps, je vais aller dans du contenu personnalisé, et comme ça, c'est moi, en fait, qui va définir directement les différentes autorisations. Donc après, voilà, vous avez donc les éléments prédéfinis par Wix, et sinon, vous pouvez vous le personnaliser vous-même. Ici, en fait, on va juste avoir besoin de remplir donc les 4 champs. Qui peut voir le contenu qui peut voir le contenu? Est-ce qu'il y a uniquement l'administrateur? Est-ce que c'est uniquement tous les auteurs membres du site? Donc ça, c'est-à-dire que la personne a écrit un élément dans le site. Par exemple, je dépose mon nom pour mon prénom dans un formulaire. Du coup, je suis utilisateur et je dépose mon prénom et mon nom dans un formulaire. Je deviens du coup membre, auteur membre, puisque j'étais membre et j'ai déposé un contenu dans le formulaire. Donc là, à ce moment-là, il n'y aurait que lui qui pourrait le voir. Après, on a tous les membres du site. Donc là, c'est compréhensible. C'est-à-dire, à partir du moment que je suis membre et que je suis connecté au site, je peux voir l'entièreté des éléments de cette collection. Et après, il y a tout le monde. Donc là, c'est pas besoin d'être membre, pas besoin d'être membre, du coup, pour voir les éléments. C'est vraiment l'entièreté des utilisateurs qui vont naviguer sur votre site. Donc moi je vais mettre tout le monde pour qui peut voir le contenu, qui peut ajouter du contenu. Donc là imaginons vous souhaitez uniquement que ce soit vous qui ajoute du contenu. Donc là vous mettrez l'administrateur, c'est-à-dire que c'est vous. À partir du moment que vous êtes connecté sur le site, vous êtes administrateur. Le Wix vous reconnaît en tant qu'admin et vous pourrez du coup l'ajouter. Donc l'administrateur c'est uniquement vous, soit depuis le tableau de bord de Wix, soit depuis le site Wix. Tous les membres du site, donc là c'est assez compréhensible, c'est l'entièreté des membres du site pourraient soumettre des éléments dans cette base de données. Ou alors, si c'est tout le monde, imaginons on fait un formulaire de contact spécifique, on passe pas par les formulaires de Wix, on passe nous par un formulaire qu'on avait envie de plus intuitif, pourquoi pas. Je crée un formulaire de contact sur mon site Wix et je veux que tout le monde puisse ajouter du contenu. Donc pour que tout le monde puisse soumettre un formulaire, eh bien je dirais du coup que qui peut ajouter du contenu, ce sera tout le monde. Après, qui peut supprimer du contenu? Donc ça déjà, alors cette option-là, elle est intéressante dans le cas où vous donnez accès à du contenu et que vous leur permettez de le supprimer. S'il n'y a pas de bouton supprimer sur un élément, en soi, cette option-là n'a pas vraiment d'intérêt. Pour les utilisateurs, je parle, pas pour vous. Donc là, ça va être qui peut supprimer du contenu. Donc là, c'est soit tout le monde. Donc ça voudrait dire que si vous donnez accès à un bouton, par exemple, suppression d'un élément dans votre base de données, n'importe qui peut le supprimer. Si c'est tous les membres du site, c'est-à-dire que tout élément dans votre base de données que l'utilisateur a accès peut le supprimer. Et auteur membre du site, ça peut être intéressant, c'est l'auteur qui a déposé du coup l'élément, en fait, c'est le seul qui peut supprimer son élément. Alors, le seul sur le site qui pourra le supprimer, vous aurez toujours la main pour également supprimer l'élément, ou alors uniquement l'administrateur qui peut du coup supprimer les éléments.
Voilà. Donc après, ça c'est à vous de choisir lequel est le plus intéressant pour vous. Moi là, je vais mettre tout le monde parce qu'en soi, je ne veux pas donner l'accès aux gens de pouvoir supprimer. Alors attention, hein, le tout le monde est également à double tranchant. C'est-à-dire que là, même si je donne pas l'accès sur mon site en direct pour supprimer les éléments de ma base de données, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un bouton suppression, il faut savoir qu'en cas de piratage, imaginons une personne arrive à connaître le nom, la clé, enfin plusieurs éléments en fait de votre base de données, arrive à accéder un peu au site, il pourra lancer un script. Alors là, je parlais, voilà, il faut pas avoir peur du mot script, mais il pourrait lancer un script qui permettra de vider complètement votre base de données. Donc faites quand même attention à cet élément-là, tout le monde peut supprimer. Voilà, c'est plus ou moins viable. Il vaut mieux mettre par exemple un membre du site que tout le monde. Alors, ça arrive dans très peu de cas, hein, faut vraiment, mais ça peut arriver. Vaut mieux prévoir que guérir, comme on dit. Alors, après, on a qui peut mettre à jour le contenu. Donc là, ça peut être tout le monde. Pareil, on a les mêmes options, tout le monde, le membre du site, etc. Donc mettre à jour, hein, c'est uniquement une donnée qu'on a, que l'on voit devant nous et que l'on veut modifier. Pour la mettre à jour, et bien à ce moment-là, donc il faut également un bouton valider, hein, pour valider la modification. Et donc là, voilà, c'est à vous de voir ce que vous mettez. Et ensuite, on fait du coup enregistrer. Alors un petit point qu'on n'a pas vu obligatoirement, mais dans les paramètres, en fait, vous allez avoir la possibilité, comme je vous disais, hein, de pouvoir, et bien du coup, modifier ici le nom de la collection. Donc là, ça c'est toujours possible, hein, vous pouvez toujours juste par exemple marquer liste, enfin, vous allez pouvoir supprimer ce que vous souhaitez. Par contre, l'ID de la collection, comme je vous disais, il reste fixe et vous ne pourrez plus du tout le modifier. Ensuite, vous allez avoir la possibilité donc dans les paramètres, de choisir quels éléments sont visibles sur votre site et définir les horaires pour les afficher, les masquer. Alors ça, c'est intéressant si vous faites par exemple vous passez par là pour afficher du contenu et vous souhaitez, eh bien par exemple vous faites un site de promo. Il y a une promotion qui est que de telle date à telle date et vous souhaitez que ça apparaisse sur votre site uniquement entre telle date et telle date. Ça va être possible de pouvoir gérer son taux de publication. Donc pour ça, en fait, si vous l'activez, vous allez avoir du coup un nouvel élément qui va s'afficher sur le côté. Donc définissez le statut par défaut, affiché ou masqué. Donc ça va être lors de la soumission. Imaginons, alors ça c'est l'élément, comment dire, donc c'est par défaut. Ça peut être vous quand vous allez ajouter un élément, mais également quand un utilisateur va par exemple soumettre un élément dans la base de données. Donc s'il soumet un élément dans la base de données, on va pouvoir lui dire si on veut par défaut que ce soit directement affiché sur le site, ou alors bien on veut d'abord le vérifier, donc là on fait masquer. Donc ce sera vraiment le contenu par défaut une fois qu'il arrive dans la base de données. Là, moi j'ai marqué affiché par défaut. Et puis après donc masquer la mise en page du tableau, ça c'est à vous, c'est une option supplémentaire qui a été mise. Alors donc quand on va faire ça, en fait on va avoir du coup un nouveau champ statut. Vous voyez qui va permettre de définir si l'élément est visible ou non, ou alors programmer sa publication. Par exemple là je vais mettre un élément, donc je vais ajouter un élément. Donc normalement on devrait avoir une ligne en dessous qui s'affiche automatiquement, mais elle ne fait pas tout le temps. Des fois, il y a des petits bugs. Donc, n'hésitez pas à juste faire ajouter un élément. Là, on va mettre exemple 1. Hop. Et puis là, je fais enregistrer. Voilà. Donc là, j'ai fait enregistrer. Donc là, on voit que mon statut par défaut est bien affiché. Mais je pourrais dire également masqué. Donc là, ça voudrait dire qu'il n'est pas visible sur le site. Donc, s'il est connecté à un répétiteur, par exemple. Si vous connaissez pas le terme répétiteur, on verra ça dans une vidéo ultérieure. Mais en tout cas, s'il est connecté à un répétiteur, du coup, il n'apparaîtra pas sur le site. Ou la donnée n'apparaîtra pas sur le site, en tout cas. Affiché, du coup, eh bien là, du coup, il apparaît entièrement sur le site. Et puis, on a un autre qui est intéressant. Et là, c'est vraiment assez fou. C'est de programmer sa publication. Donc là, je peux très bien lui dire, bah écoutez, je programme sa publication à une date ultérieure. Donc, par exemple, le 23 à 12h30. Par exemple. Et là, je fais programmer. Donc là, en fait, on voit qu'il sera affiché, l'élément sera masqué du site et il sera en ligne à partir du 23 à 12h30. Ça, c'est quand même assez intéressant d'avoir cette petite option. Enfin, je trouve en tout cas. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir? J'ai juste, du coup, activé ça parce que là, juste, voilà. Donc là, comme on voit, masquer la mise en page, la mise en tableau. Ça, c'est parce que vous avez donc deux possibilités. Là, en fait, notre élément est mis en liste. Donc, c'est-à-dire qu'on l'a en liste. Moi, je trouve ça beaucoup plus visible. Mais vous avez également ici aussi l'option pour le mettre en galerie. Donc, vous allez pouvoir avoir l'élément en galerie. Je trouve ça moins lisible, mais ça dépend vraiment des projets. On va pouvoir l'avoir du coup en liste ou en tableau. Voilà. Donc ici, au niveau, donc je vais peut-être même dire une bêtise du coup, mais au niveau des plus d'actions dans paramètres, ils vont dire bah, masquer la mise en tableau. Donc si je masque la mise en tableau, voilà, j'aurai uniquement la liste qui va être visible et la galerie.
Moi, personnellement, je préfère largement le tableau, mais après, chacun ses choix, et ça peut également dépendre de peut-être vous, de vos clients, si vous souhaitez que ce soit un peu plus cadré, qu'ils puissent moins faire de bêtises. Parce que c'est vrai qu'ici, c'est assez rapide de faire des bêtises, c'est-à-dire que là, je clique dans le vide, hop, ça me fait un champ vide, et si on n'a pas fait attention, il y a un nouveau champ en fait sur le site qui va apparaître. Donc voilà. Alors, ensuite, comme on a vu, on peut ajouter des champs. Donc, ajouter des champs, on peut le faire depuis ici. Donc là, je vais faire ajouter un champ. Et là, en fait, on a plusieurs possibilités. On va avoir du texte enrichi, du contenu enrichi. Alors lui, il est très intéressant, ton contenu enrichi, puisque c'est en gros le format blog, en fait, qui va apparaître du coup dans l'onglet. On a également la possibilité de mettre des URL, un nombre, un libellé. Donc ça, c'est un peu des tags, en fait, vous allez avoir différents tags. Un booléen, donc en fait, ça va être une case à cocher qui va sortir oui ou non, en soi, vrai ou faux. Des références, donc là les références sont intéressantes parce que vous allez pouvoir faire du coup une référence par exemple avec une autre base de données. Imaginons j'ai une deuxième base de données, je veux qu'il y ait un lien entre les deux qui se crée, je vais pouvoir faire une référence. Et multi-référence, ça va être plusieurs liens, donc ça va être un lien avec une autre base de données, mais avec plusieurs éléments de cette base de données. On verra ça un peu après. Ensuite, je peux avoir également des médias, tout ce qui va être images, galerie d'images, des vidéos, des audios, des documents et des documents multiples. Donc là, document et document multiple, c'est un peu comme référence et multi-référence. Là, il n'y a qu'un seul document, là, vous pouvez en avoir plusieurs. Ici, vous allez avoir des heures et des lieux également qui sont possibles. Donc, date, heure. Donc, il faut savoir que la date, tout à l'heure, vous pouvez choisir uniquement d'avoir la date seule ou la date et l'heure. Et puis après, là, vous avez des heures. Également un lieu. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ça va choper Google Adresse. Donc du coup, quand vous allez commencer à remplir ou quand un utilisateur commence à remplir ce champ, en fait, il y a les adresses directement en dessous qui vont s'afficher, qui vont permettre par exemple de récupérer la latitude, longitude pour montrer ça sur une carte, etc. Donc ça peut être assez intéressant. Et après, on a des éléments un peu plus complexes, entre guillemets, qui vont être des objets ou des tableaux, qu'on peut également donc créer des objets ou des tableaux en fait dans Wix. Et alors ça, souvent, on va plutôt avoir la main dessus quand on va coder pour, par exemple, avoir un seul champ avec plein d'informations à l'intérieur. Donc, imaginons là, je vais faire juste texte et je vais faire choisir. Donc là, ils vont vous demander un nom. Donc, qu'est-ce que vous voulez comme nom? Donc, par exemple, je vais marquer comme nom de champ, je vais marquer nom. Et du coup, là, j'ai ma clé du champ. Donc ça, c'est pareil, c'est l'ID du champ. Une fois que votre champ est généré, en fait, cet ID-là ne pourra pas être modifié. Cet ID va vous servir, en fait, si vous faites des appels via du code, on va dire, je veux récupérer telle information de tel champ ou filtrer telle information dans tel champ. Et c'est cet ID-là, en fait, qui va vous être utile. Donc là, non. Et là, vous pouvez mettre un texte d'aide. Donc là, le texte d'aide, il n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que là, si je fais enregistrer, ça marche très bien. Vous voyez, j'ai bien un nom qui apparaît. Et si j'aurais mis un texte d'aide, donc là, vous pouvez faire modifier. J'aurai bien sûr donc juste le nom ici que vous pourrez modifier, mais pas l'ID, comme je vous avais dit. Et puis là, je peux dire du coup un texte d'explication. Je peux marquer blabla, par exemple. Et là, je peux faire enregistrer. Et ce qui est intéressant, c'est que vous aurez un petit i qui va apparaître à côté. Et quand la personne va survoler, ça va marquer blabla. Donc ça peut être intéressant pour avoir des petites notes d'infos pour vous ou pour vos clients, pour leur expliquer un petit peu vraiment à quoi va servir ce champ ou à quoi il sert. Voilà. Alors, autre élément, je vais juste ajouter rapidement, par exemple, un URL. Tac, un champ URL, on va laisser, hop, URL. Alors, ici, on a un champ title qui, au final, ne nous intéresse peut-être pas par rapport à notre projet. On pourrait bien sûr changer son intitulé, mais l'intérêt est-il bon? Pas obligatoirement. Je voudrais que ça soit du coup nom qui devienne du coup par défaut et plus title. Parce que là, title, le problème, c'est que je peux pas le supprimer puisqu'en fait, il est par défaut. Par contre, nom, si je clique dessus, et là, je peux le supprimer sans problème. Donc moi, là, je voudrais du coup que nom soit du coup l'élément par défaut afin de supprimer title qui me sert à rien. Donc pour ça, je vais dire du coup, je vais le rendre en principal ici. Une fois qu'il va être en principal, title du coup est déverrouillé, et là, je peux du coup aller le supprimer. Simplement. Hop, et voilà, j'ai plus que mes deux champs ici. Également, vous voyez, quand on va survoler les éléments ici, on va pouvoir cocher, donc sélectionner plusieurs éléments, sélectionner qu'un seul, etc. Et ici, en fait, on va pouvoir avoir des choix ici. Donc, vous pourriez, par exemple, sélectionner plusieurs éléments. Donc là, on voit deux éléments sélectionnés. Et puis ici, je vais pouvoir du coup lui dire, ça, je souhaite que ces deux éléments soient masqués, je souhaite que ces deux éléments soient programmés à une date ultérieure, ou également supprimer les deux éléments. Là, par exemple, je voudrais supprimer le deuxième, je fais supprimer. Voulez-vous vraiment supprimer? Oui, et voilà, ça me le supprime automatiquement. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, donc on va juste faire exemple. Alors, exemple 1. Hop, exemple 2. Et exemple 3. Par exemple. Voilà. Alors,
Donc là, on a créé donc 3 champs exemples. Ici, on va avoir donc des petites possibilités. Ici, en fait, vous avez une nouvelle vue. Donc, bien sûr, hein, si vous avez créé plusieurs champs, ça marchera de la même manière. Ici, on va avoir la vue par défaut. Donc, on peut bien sûr renommer son nom, par exemple. Et puis là, on va avoir une nouvelle vue. Ce qui va être intéressant dans les nouvelles vues, c'est qu'on va pouvoir filtrer en fait le contenu de notre base de données en fonction de cette vue. Par exemple, là, je vais faire nouvelle vue. Et là, je vais marquer, bien là, je vais présenter l'exemple 3. Là, hop, donc là ça me dit exemple 3. Donc la nouvelle vue en fait va prendre par défaut la vue qui est ici. Vous allez comprendre après pourquoi je dis ça. C'est-à-dire que là, je vais lui dire, bah là je veux que ce soit uniquement exemple 3. Donc je vais récupérer mon exemple 3. Je vais aller ici, là je vais lui dire, bah, je souhaite filtrer. Je souhaite filtrer nom qui doit contenir ou ne contient pas. Après c'est à vous de voir. Vous voyez, vous avez plusieurs filtres possibles. Et saisissez la valeur exemple 3. Donc là si je fais ajouter, j'aurai uniquement exemple 3 qui va apparaître. Là, j'aurai la vue par défaut. Là, j'ai exemple 3. Ce qui est intéressant, par exemple, si vous devez gérer des endroits avec des villes, etc. Ce qui peut être intéressant, c'est de filtrer, ou même des pays, filtrer par pays, en fait, vos différentes vues. Et comme ça, vous allez beaucoup plus vite. Voilà. Alors, pourquoi je vous disais tout à l'heure que là, ça duplique la vue. Quand je suis sur vue par défaut, ça dupliquait en exemple. Parce que là, du coup, si je la reduplique dans une nouvelle vue, en fait, ça va conserver le filtre. Donc là, imaginons, je fais vue 2. Ça conserve le filtre en fait. Donc là après, soit il faut que j'aille supprimer le filtre. Donc pour supprimer un filtre, il suffit d'aller sur filtre et puis faire supprimer. Et là du coup ça me raffiche les 3. Ou alors j'aurais pu faire modifier et du coup marquer ici je veux exemple 2. Autre élément intéressant, vous allez pouvoir aller sur... alors vous pouvez directement... Moi je vais directement sur le champ qui m'intéresse, mais vous voyez où je peux faire trier de A à Z, mais on peut également faire trier ici. Ajouter un tri, oui, c'est juste un peu plus chiant parce qu'il faut choisir quel champ on souhaite, etc. Et là, je souhaite de A à Z ou de Z à A. Et après, je fais ajouter tri. Et donc là, ça vous ajoute un tri. Donc, ce qui est pas mal aussi, hein, c'est que comme pour les filtres ici, vous avez la possibilité donc, de supprimer ici. Puis d'ajouter, vous pouvez ajouter bien sûr plusieurs tris possibles. Et comme les filtres, on peut ajouter également plusieurs filtres. On peut dire ne contient pas, mais on peut également ajouter un premier filtre. Une fois que je fais ajouter filtre, j'en ajoute un deuxième et un troisième afin vraiment de conserver tout ce que vous souhaitez, la vue vraiment que vous souhaitez. Alors, il y a également d'autres champs qui sont masqués en fait dans notre éditeur là, qu'on ne voit pas, qu'ils ont masqué par défaut et que vous pouvez également masquer. Parce que là, par exemple, si je suis sur le champ URL, mais que celui-ci, je ne veux plus le voir dans cette vue-là. Vous voyez, par exemple, là, je suis sur ma vue 1, ma vue 2 du coup, exemple 2, et j'ai ma vue 2. Ma vue 2, je veux que du coup il y a des champs qui sont inutiles pour cette vue-là, parce que il y a des champs qui seront toujours vierges, et donc moi je veux vraiment synthétiser au maximum. Et bien à ce moment-là, je peux cliquer sur le champ et lui dire que lui je le masque. Ça veut dire que dans vue par défaut, il sera toujours visible, dans exemple 3, il sera toujours visible, mais dans vue 2, il ne sera plus visible. Donc ça c'est assez important, assez intéressant et assez intéressant pour vous, pour la gestion des projets. Et ensuite, on peut également aller voir des éléments, par exemple, qu'on aurait besoin ou qui nous sont intéressants et le rendre visible ou invisible. En fait, on a géré des champs ici qui apparaît. Et là, en fait, on voit que mon champ qui est visible ici, il est coché. Si je le décoche, en fait, il va disparaître. Voilà. Et si je le recoche, il réapparaît. On a également d'autres champs en fait qui sont par défaut par Wix qui vont être du coup masqués du système. Donc là, vous aurez la date à laquelle il a été masqué du système et la date dans laquelle il est affiché. Affiché sur le site, donc pareil, à quelle date il a été affiché sur le site, qui est le propriétaire. Donc là, en fait, vous avez l'ID du propriétaire. Donc, ça vous parle pas trop, mais en fait, c'est l'ID du membre, en fait, qui apparaît ici. Après, vous avez donc la date de dernière mise à jour. Alors, hop, il veut bien se décocher. Vous avez la date de mise à jour. Donc, à quelle date il a été mis à jour. Parce qu'en fait, on a la date de création, qui est la date de quand il a été créé. Et puis là, la date de mise à jour. Donc, dernière mise à jour, c'est quand est-ce que la dernière fois que l'élément a été modifié, tout simplement. Donc ici, par exemple, si je mets, du coup, maintenant que j'appelle 4, voilà, je sais que il a été créé le 8 février à midi 27 et il a été mis à jour le 8 février à midi 31. Voilà. Également, ici, dans cet onglet-là, vous avez la possibilité, comme vous avez vu, d'afficher ou masquer, mais vous pouvez également, prendre un élément et en fait, le déplacer plus simplement. Voilà, vous voyez, par exemple, là, il est maintenant premier. Si je le veux entre les deux, il est entre les deux, etc. Alors ça, vous avez également cette possibilité-là directement depuis votre tableau. Quand vous allez prendre un élément, vous pouvez du coup le déplacer, tout simplement.
Et puis là, on peut bien sûr donc le masquer comme je vous ai montré, mais également filtrer du plus ancien au plus récent, etc. Donc voilà, ça vous permet quand même d'avoir quelque chose d'assez optimisé, d'aller directement à l'info et directement de mettre les mises à jour. Donc là, moi, je vais m'arrêter juste avec un premier champ qui va rester du coup un champ nom, et puis un deuxième qui va être URL, et je vais aller créer du coup une deuxième base de données. Il y a une autre possibilité du coup de créer une base de données que je vous ai pas montré tout à l'heure parce qu'on n'était pas dedans, mais là, vu qu'on a créé une base de données, en fait, on va pouvoir retourner ici, et on a directement la possibilité de créer une collection ici. Alors, il faut savoir aussi que depuis votre interface membre, vous allez retrouver les bases de données à un endroit bien spécifié. Donc là, si je vais sur mon tableau de bord en fait de Wix, ici, vous allez avoir donc, votre accueil comme d'habitude, et puis vous allez avoir un peu plus bas ici, système de gestion de contenu, et c'est ici en fait qu'on va retrouver donc eh bien, les bases de données qu'on a dans notre site et pouvoir directement cliquer à l'intérieur et aller eh bien, modifier les éléments, voir par défaut, etc. et les modifier, les mettre en ligne, etc. C'est vraiment ici que vous allez pouvoir gérer, vous voyez, sans avoir besoin de rentrer dans l'éditeur. Donc, une fois que je suis ici, je peux créer une collection. Donc là, je vais créer une deuxième collection. Donc là, il nous demande également si on veut la créer par l'IA ou commencer de zéro. Là, donc là, je vais marquer collection 2. Collection 2, tac. Et là, je fais donc plusieurs éléments. Là, je fais créer. Dans cette collection-là, je vais vouloir la récupérer. En fait, je veux qu'il y ait un lien entre ma collection actuelle et puis la collection que j'ai créée tout à l'heure. Donc là, je vais faire référence. Et là, je rentre. Donc là, référence. Donc on me demande bah, quoi. Donc là, on peut marquer ce qu'on a envie. Hein, liste exemple. Et puis là, on va me demander vers quelle collection. Quelle est la collection que je veux référencer. Donc là, je vais lui dire, bien, je veux que ça soit liste de prénoms. Et je fais enregistrer. Donc en fait, ici, dans exemple, j'aurai un lien qui va aller dans la liste prénoms. Et je pourrais sélectionner un élément de cette liste. Voilà. Donc là, l'élément que je mettrai dans title, par exemple hello, il est lié avec le produit 2. C'est-à-dire que si je fais appel à cette collection-là sur mon site, je peux ressortir l'élément exemple 2, en fait, des éléments qui sont dans la base exemple 2. Dans mon autre base, mais sur le produit exemple 2. Vous avez également donc la possibilité, alors, si vous voudriez un autre, hein, je vais juste en faire un autre, blabla, par exemple, je souhaite que lui soit en lien avec le produit 4, par exemple, enfin, exemple 4, et là je mets exemple 4. Après, on peut également, donc on avait vu ensemble, donc les champs multi-références. Donc multi-références, je vais laisser multi-référence, ça sera très bien. Donc là, je vais dire référence avec la collection liste de prénoms et enregistrer. Donc multi-référence, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir prendre plusieurs références. Donc là, par exemple, je vais prendre la 2, la 4, et voilà, je vais avoir un champ en fait avec mes deux références. Ici, par exemple, je veux juste une seule référence, je vais dire que là, voilà, c'est un champ avec une seule référence. Ça qui est assez intéressant. Donc là, ça veut dire que hello sera du coup lié avec les deux références ici. Vous allez avoir du coup également donc un champ nombre. Bon, lui c'est comme le champ texte, à part que vous pouvez avoir que des nombres à l'intérieur. Texte enrichi, alors lui il est intéressant dans le sens où vous allez pouvoir avoir des éléments en fait avec des éléments gras italiques surlignés, un thème de paragraphe spécifique, aligné, etc. et mettre également des liens. Voilà, je peux mettre un texte et puis dire bah, juste cette partie-là, elle a un lien et rentrer mon lien. Donc lui il est assez intéressant pour ça. Puisque vous pouvez avoir du contenu qui va devenir quand même assez intéressant. Voilà. Ensuite, après, on va avoir du contenu enrichi. Alors lui, c'est le best of the best. Alors, il est intéressant dans le sens où on peut vraiment avoir un peu un côté comme, d'ajouter des éléments un peu comme le blog de Wix. Donc, il est vraiment très intuitif là-dessus. Le gros défaut qu'il aurait, c'est que, bah, du coup, aujourd'hui, Wix n'a pas permis de pouvoir à un utilisateur en fait de notre site d'envoyer des informations directement ici. Ce qu'aurait été le feu, mais c'est pas encore le cas. Ça viendra certainement d'une mise à jour, mais là actuellement, au moment de la vidéo, en tout cas, c'est pas le possible. Donc ici, le contenu enrichi, en fait, vous allez cliquer et ça vous permet en fait de, pouvoir mettre des paragraphes, des titres, etc. Vous voyez, vous pourriez carrément générer une page en fait d'ici et après l'appliquer sur votre site. Et là, on a le petit plus qui nous permet de mettre des vidéos, des images, une galerie d'images, etc. Enfin, il va vraiment vous apporter de changer les couleurs aussi, hein, je ne vais pas en oublier, mais il vous apporte tellement de possibilités. En fait, c'est vraiment comme le widget blog, mais dans une base de données. Donc, c'est vraiment plus intéressant. Et vous pouvez vraiment faire plein de choses, donc c'est vraiment assez top. Même mettre du code HTML à l'intérieur. Voilà. Après, vous allez avoir du coup d'autres champs qui vont être... Alors, on a vu URL. Enfin, URL, vous avez compris le principe. Hein. Vous allez avoir les libellés, qui vont être en fait des sortes de tags.
Hop. Alors, si je vais sur libellé, tac, ici, on a tag. Donc là, je vais pouvoir, par exemple, marquer liste 1. Faire entrer, ça va me marquer liste 2, etc. Alors, ça, c'est pas mal, hein, parce que du coup, après, quand je vais aller sur un autre, on va me proposer directement les deux qui sont au-dessus. Après, là où ça peut avoir une incidence, c'est que du coup, c'est assez redondant. Vous pouvez faire des fautes de frappe, etc. Donc, je le conseille pas. Enfin, moi, souvent, dans des cas comme ça de tag, je vais plutôt faire en sorte de créer une autre base de données et d'utiliser le champ multi-référence plutôt que le champ tag. Ce qui est intéressant avec le champ multi-référence, c'est que là, on a exemple 2, exemple 4. Et si, dans ma base de données, liste de prénoms, exemple 4, au final, je dis, bah lui, maintenant, c'est l'exemple 22 ou 23. Je retourne dans ma collection, en fait, qui est en lien avec, qui était du coup collection 2. Et là, c'est également liste 23. Vous voyez, ça se met à jour automatiquement. Alors qu'un tag, vous ne pourrez pas le mettre à jour automatiquement. C'est-à-dire qu'il faudra reprendre la liste complète. Là, si je mets liste 2, bah, il faut que j'aille le modifier. Il faut que j'aille le supprimer. Et maintenant, je lui dis, bah, maintenant, je voudrais qu'il s'appelle liste 23, par exemple. Donc, bah, il va juste se dire liste 23 ici. Et ici, il faudra que j'aille le modifier également. C'est beaucoup plus redondant et beaucoup moins sympa que le multi-référence. Donc, je vous conseille plutôt de faire un multi-référence pour ce cas-là. Maintenant, voilà, ça dépend vraiment des cas, de figures que vous avez. Après, vous avez donc image. Donc, vous avez donc image ici. Hop. Donc, image, ça va aller récupérer donc les images sur votre site Wix. Donc là, quand vous allez ouvrir, vous allez avoir les images. Donc, vous en prenez une, vous l'insérez. Ce qui est pas mal avec image aussi, c'est que vous pouvez mettre très bien un URL. Vous voyez, là, on a un lien URL. Donc, moi, ce que je vous inviterai à faire, si vous avez besoin de mettre beaucoup de contenu avec beaucoup d'images dans un champ ici, c'est bien d'ouvrir, alors soit vous ouvrez un nouvel onglet, vous allez sur votre site Wix, et puis là vous marquez médias. En fait, le fait de marquer médias ici, on va avoir le gestionnaire de médias qui va être là. Et en fait, si vous avez une autre fenêtre, l'idée c'est d'avoir donc médias d'ouvert sur l'une de vos pages, ou un autre écran, et puis votre base de données sur un autre, et vous allez pouvoir directement aller à l'endroit où vous avez envie, et faire un copier par exemple. Copier l'URL, hop, on ressort, ici coller, CTRL V. Et ainsi de suite. Vous voyez, si vous avez vraiment les deux l'un à côté des autres, plutôt que d'avoir toujours à appuyer, charger, aller chercher l'image qui m'intéresse et la rapporter. Voilà, ça peut être beaucoup plus rapide. C'est un petit tips, ce qui peut être intéressant dans certains cas. Voilà. Après, vous avez bien sûr donc la galerie. Donc la galerie, bon, je pense que vous connaissez un peu tous comment elle fonctionne. Hein. C'est une galerie. Donc là, la galerie, ben, on clique dessus, puis on va ajouter donc des éléments médias de notre site dessus. Hop. Et puis on fait ajouter. Voilà, enregistrer. Et voilà, donc là j'ai la galerie ici qui s'affiche, etc. Voilà, après est-ce que j'aurai un autre champ à vous montrer? Donc document, bon, document c'est pareil que image, en fait vous allez, par contre, ça prendra que le format PDF ou doc, en fait, que le format doc. Multidoc, c'est la même chose. Ensuite on va avoir du coup date. Donc date, en fait, vous allez avoir la possibilité d'inclure également le champ horaire. Donc si vous n'incluez pas le champ horaire, vous pourrez bien sûr revenir dessus plus tard. Donc sans le champ horaire, en fait, vous aurez juste bah, voilà, 15 février par exemple 2024. Et si vous modifiez et vous incluez le champ horaire, du coup vous aurez également, donc il change de format. Vous avez ça, en fait, vous pouvez directement convertir ici. Et puis là, en fait, on pourra également, en fait, quand il va prendre la date, il va prendre la date, mais également l'heure ici que vous pourrez changer. Voilà, lui, comment il fonctionne. Après, on a vu également un autre champ qui s'appelait le champ heure, ici. Donc là, le champ heure, bah, lui, c'est simplement une horloge dans laquelle on va rentrer une horaire. Donc ça peut être, par exemple, sur un projet horaire de départ, horaire de fin. Ici, on va avoir autre chose. On va avoir le champ adresse qu'on a parlé tout à l'heure. Les champs objet tableau, je vais pas vous les montrer là. Il faut savoir qu'ils existent. Vous pouvez très bien stocker dedans, mais on va surtout les appeler via du code. En fait, on va surtout enregistrer les informations dedans via du code. Donc, on verra ça au moment venu. Donc, choisir le champ type. Donc, adresse, on peut conserver adresse. Et puis ici, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous allez commencer à noter quelque chose. Donc, par exemple, Paris. Il va vous proposer, du coup, différentes adresses. Donc là, on les voit peut-être pas trop. Hop, je sais pas, par exemple, j'ai marqué même le 12 rue. Et au fur et à mesure que vous allez noter, du coup, les éléments. Donc là, il me prend que la France. Enfin, il me prend également le Québec ici. Donc, vous avez, voilà, directement le point d'adresse. Ce qui est intéressant avec ce format-là, c'est qu'également donc Wix permet, avec un certain champ qu'il propose, de récupérer une adresse et de proposer donc le même type de filtre au fur et à mesure qu'on écrit donc l'adresse directement à l'utilisateur. Comme ça, quand l'utilisateur enregistre la donnée, ça vient se mettre dans le bon format dans notre base de données. Et ce qui est intéressant avec ce format-là, c'est que du coup, ça va récupérer la latitude et longitude du point, ce qui va permettre en fait de générer des cartes, par exemple.
Donc ce qui peut être cool, ou de savoir à combien de kilomètres est la telle personne par rapport à un point donné, etc. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc, autre élément que je voulais vous montrer. Donc là, voilà, les bases de données, voilà comment elles fonctionnent, comment on les crée, comment on les gère, et à quel type correspondent les différents champs. Également, donc un autre point qui est intéressant et qui a été mis en place il n'y a pas très longtemps, et Dieu sait que je l'ai demandé à un bon moment. Donc là, on a une barre de recherche pour trouver donc plus rapidement du coup la base de données qui correspond. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est dans plus d'actions, on peut créer du coup ici un dossier. Par exemple, je vais marquer liste 1 ou espace membre ou paramètres, et on va pouvoir lui assigner une couleur et une description. Et après, vous allez pouvoir créer. Donc là, je vais créer mon dossier. Et dans ce dossier-là, je vais pouvoir balancer dedans, eh bien, mes bases de données. Donc là, je vais la mettre dans liste 1. Donc vous pouvez créer autant de dossiers que vous souhaitez et pouvoir gérer un peu plus donc vos bases de données. Parce que quand on n'a pas trop de bases de données, ça va bien. Mais quand on en a une vingtaine, ça devient vite fait la guerre pour la retrouver. Donc vous avez la barre de recherche pour vous aider à la trouver, mais également donc tout ce qui va être des dossiers qui vous permet vraiment de ranger ça tranquillement dans les dossiers. Par contre, vous n'avez pas de sous-dossier possible encore actuellement. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais aujourd'hui, il n'y a pas encore de sous-dossier. Autre point important qui peut vous enlever pas mal de tracas. Vous avez également une possibilité il y a également des sauvegardes qui vont se faire. Et donc là, vous pouvez restaurer en fait à une sauvegarde ancienne. Imaginons que vous perdez complètement vos données, vous vous êtes fait, entre guillemets, ou pourquoi pas, vous avez effacé par une inadvertance vos contenus, etc. Vous pouvez les restaurer à une date ultérieure. Donc là, par exemple, je vois que mon enregistrement, la dernière sauvegarde qui a été faite de ma base est le 8 février à 11h04. Je peux lui dire que je souhaite restaurer. Et là, ils vont me demander quelle base de données je souhaite restaurer. Donc je peux toutes les restaurer, ou je peux en sélectionner qu'une seule et dire que je souhaite uniquement restaurer cette base de données-là. Donc ça peut être intéressant aussi, hein, quand on a voilà, souvent ça nous fait des gros stress, et au moins on a une sauvegarde en fait qui est derrière, qui nous permet de revenir à ça. Voilà, bah, du coup, je pense avoir fait le tour par rapport à tout ça. Je pense qu'on a fait le tour en fait sur les bases de données. J'espère que ce tuto-là vous a vraiment été intéressant, que vous n'êtes pas trop ennuyé, que vous avez bien compris que voilà. J'espère vraiment que vous allez pouvoir du coup performer avec les bases de données. Je vous montrerai dans d'autres vidéos comment utiliser les données qui sont stockées dans ces bases de données. Mais là, c'était vraiment pour vous montrer comment on les crée, comment on les gère, comment on les fusionne, etc. C'était vraiment un tuto globalisant sur les bases de données. Voilà, donc je vous dis à très vite du coup dans une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, amusez-vous et éclatez-vous avec votre site.